Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais encore parler d'idéologie, mais plus précisément de la manière dont certaines idéologies sont créées dans le monde et surtout comment essayer de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire si une idéologie est vérifiable dans la matérialité, est réelle, ou si en fait elle est purement mentale et ne correspond à aucune réalité. Mais avant ça, je vais d'abord faire quelques rappels par rapport à mes précédentes vidéos pour que les choses soient bien claires. Donc dans mes précédentes vidéos, j'ai dit que, bien sûr, il existe une seule réalité et que cette réalité est préexistante à notre personne. C'est-à-dire qu'elle existe avant, pendant et après notre vie sur Terre et que cette réalité est dynamique également dans le sens où elle est évolutive, mais seulement en partie. Évolutive, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer, donc soit en fonction de facteurs extérieurs naturels mais que l'on ne peut pas maîtriser, donc comme par exemple l'astrologie, l'alignement des planètes, le climat, les animaux, la nature dans le sens large, soit en fonction bien sûr de l'action de l'homme, c'est-à-dire l'action de la civilisation. Et bien sûr, dans une moindre mesure, cette réalité peut également évoluer grâce à notre impact personnel que l'on va avoir sur elle par nos actions. Mais cet impact va être bien sûr modulé par le pouvoir personnel que nous allons pouvoir exercer sur cette réalité, qui est limitée bien évidemment. Ici, ce sur quoi j'insiste et qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité dans son entièreté nous est grandement inaccessible, car nous ne pouvons tout simplement pas l'appréhender en intégralité. Tout simplement parce que dans mes présentes vidéos, j'ai énoncé le fait que nos perceptions de la réalité sont limitées, donc par nos sens, donc par nos corps également, en tant qu'être humain. Mais cette perception de la réalité est également limitée par ce que je vais appeler notre individualité, c'est-à-dire par le fait que nous sommes incarnés dans un espace et un temps qui est unique et limité. C'est-à-dire que nous allons juger la réalité telle que nous la percevons à partir de tous les éléments en réalité qui vont rentrer en contact avec notre perception. C'est-à-dire que ça va être tous les éléments qui vont potentiellement pouvoir avoir un impact sur nous ou une influence, qu'elle soit positive ou négative, sur nos différents corps. Donc ici, en termes de corps, c'est les 7 corps dont je parle très souvent, donc je vais juste les citer ici, c'est les corps physiques, éthérique, astral, mental, karmique, bouddhique et atmique. En somme, en conclusion, nous ne pouvons tout simplement pas appréhender la réalité car nous sommes petits et limités. Nous n'avons qu'une vision individuelle du monde et non globale. Nous ne voyons pas tout ce qui se passe sur toute la Terre. Donc pour prendre un exemple, par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner cette vidéo. Je la tourne dans ma chambre. Et donc, en même temps, je ne peux pas savoir ce que tout le monde, toutes les autres personnes sur cette terre font, ou voient, ou entendent, etc. Je ne peux pas savoir ce que vous qui m'écoutez êtes en train de faire. Tout ce que je peux, c'est l'imaginer. J'imagine que vous êtes en train de m'écouter, car ce que je dis peut potentiellement vous intéresser. Mais malgré le fait que nous ne puissions pas appréhender cette réalité en intégralité, nous allons quand même essayer de l'appréhender à partir de notre propre individualité. Ici, lorsque je parle d'individualité, certains pourront parler d'ego également. Je ne pense pas que ce soit un terme qui soit faux en soi. Voilà. Donc ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Et c'est donc cette appréhension de la réalité que nous allons essayer de faire, qui va nous mener en fait à modéliser la réalité. C'est donc ce que j'appelle l'idéologie. Notre propre idéologie, nous avons tous une idéologie, même ce que je suis en train de partager dans cette vidéo aujourd'hui avec vous, on peut dire que c'est une idéologie, c'est ma manière de penser à moi en ce moment. Et donc l'idéologie est un processus qui est purement mental. C'est quelque chose que nous faisons tous, plus ou moins, à différents degrés, donc en fonction de certains sujets, bien sûr. Nous n'allons pas essayer de modéliser tous les sujets. Il va y avoir certaines choses qui, pour nous, ne vont pas avoir d'importance.
Et donc à partir d'un moment où on va essayer justement de comprendre quelque chose qui nous arrive ou quelque chose d'autre qui est totalement extérieur à nous, on va systématiquement et mécaniquement le modéliser, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne. C'est un processus qui est totalement naturel et qui est également nécessaire. Donc c'est-à-dire naturel, c'est-à-dire que c'est dans notre nature tout simplement, d'être humain. Et donc c'est nécessaire également pour notre évolution personnelle et pour justement que nous arrivions à avoir une vie pérenne dans notre existence ici sur Terre. Et donc une fois que l'on a créé cette idéologie, donc cette représentation de la réalité que l'on s'est faite dans notre tête, on va en quelque sorte en faire une règle, une sorte de loi générale et universelle qui pour nous va être générale et universelle. Et donc ainsi on va se dire que pour nous, le monde il fonctionne comme ça. Ou que ce genre de personnes que l'on a identifiées comme ça vont avoir ce type de comportement-là, par exemple. Tout cela pour dire que l'on va en quelque sorte généraliser notre manière de penser, c'est-à-dire notre idéologie, à tous les phénomènes et à toutes les personnes qui vont s'en rapprocher plus ou moins. Il va donc y avoir un processus réflexe et automatique de qualification et de jugement de notre environnement, qu'il soit matériel, social, émotionnel, peu importe. Je vais prendre deux exemples simples pour illustrer mon propos et pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc le premier exemple, c'est tout simplement que nous avons tous remarqué que dans la vie, il y a un cycle jour-nuit, que pendant le jour, le soleil éclaire notre environnement, et que pendant la nuit, il fait sombre, et que le soleil a disparu. On remarque également que ce cycle se répète. On va même donner un nom à ce cycle. On va l'appeler le cycle jour-nuit, ou le cycle nyctéméral. On l'appelle comme ça nyctéméral. Et donc chez l'homme, ce cycle nyctéméral, ça va se répercuter ou s'impacter sur notre physiologie, notre personne, par ce qu'on va appeler le cycle circadien, c'est-à-dire notre cycle tout simplement hormonal intérieur qui va engendrer nos états intérieurs en fonction du cycle nyctéméral. Et donc ainsi, on va remarquer que par exemple, lorsque la nuit approche, lorsque le soleil baisse, eh bien nous allons être plus fatigués. Donc ça va être le signal de notre corps pour aller dormir et se reposer par exemple. Et ainsi on se réveille également au petit matin lorsque la lumière du soleil remonte et que justement ça entraîne la sécrétion de certaines hormones dans notre corps qui vont engendrer justement ce réveil de notre organisme. Et cela, ça va se répéter bien sûr toutes les nuits en cycle. Donc nous remarquons tous cette réalité, c'est une réalité, mais nous sommes obligés de la mentaliser, de la modéliser dans notre tête pour comprendre que ça fonctionne comme ça et que ça va se répéter en permanence, en cycle, voilà, de manière indéfinie jusqu'à ce que, bien sûr, il y ait une grande catastrophe, une grande perturbation qui vienne changer tout ce cycle. Et bien sûr, le respect de ce cycle biologique naturel nous permet de vivre mieux, d'être en meilleure forme, en meilleure santé. Ainsi, avec l'âge, lorsque certaines personnes, dans certaines circonstances de vie, vont pouvoir enfreindre cette loi, par exemple, c'est-à-dire ne pas aller se coucher la nuit lorsqu'ils sont fatigués, pour des raisons de travail ou autres, peu importe, eh bien c'est là que vont commencer leur déséquilibre intérieur, certaines formes de pathologie. Le stress, certains problèmes, etc. Certains problèmes émotionnels également. Mais ceci n'est qu'un exemple, bien évidemment. Mais cet exemple que je donne se rapproche un petit peu de ce que j'avais énoncé dans ma première vidéo sur l'idéologie, comme quoi qui s'éloigne de la nature se rapproche de l'erreur. Souvenez-vous-en, c'est très important à comprendre. Donc voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple que je veux énoncer, ça va être un exemple qui pour moi est plus négatif, c'est-à-dire plus loin de la réalité. On peut par exemple prendre l'exemple d'une femme qui va se faire tromper par plusieurs hommes, qui va vivre des relations assez conflictuelles de domination et de pouvoir, on peut dire, vis-à-vis d'autres hommes, que ce soit dans la famille, par exemple le père ou les frères,
ou d'autres hommes dans la société, peu importe le patron par exemple. Et donc on comprend bien que cette femme, avec le temps, à force d'avoir vécu toutes ces expériences négatives qui ont impacté sa vision du monde, elle va pouvoir croire en fait avec le temps tout simplement qu'elle va pouvoir se dire que tous les hommes sont cons par exemple, que tous les hommes ne sont pas fidèles, qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes ou ce genre de choses. Et cette femme pourra rentrer dans tout un processus idéologique contre les hommes, pourra être également embarquée dans ce qu'on appelle l'idéologie féministe, donc c'est-à-dire contre le patriarcat et tout ça, etc. quoi. Donc vous avez bien compris le principe de ce que je veux énoncer ici. Mais ici, dans les deux cas, on a une modélisation individuelle d'une réalité qui peut bien sûr être partagée par plusieurs personnes, mais dans les deux cas, il s'agit d'idéologie. C'est-à-dire que dans le premier cas, c'est une idéologie qui, pour moi, est proche de la réalité, et pour la majorité des gens. Et dans le deuxième cas, ça va être une idéologie qui va être partagée par un certain nombre de personnes qui ont vécu certaines expériences, mais que d'autres personnes ne vont pas du tout partager, dont moi d'ailleurs. C'est pourquoi je trouve qu'il est très compliqué de parler de réalité et d'idéologie dans une vidéo, tout simplement parce qu'on ne peut pas dire qu'une réalité est absolument absolue, étant donné que toutes les réalités sont sujettes à la subjectivité de celui qui l'énonce. C'est-à-dire, moi je peux dire que pour moi, quelque chose est vrai ou est réel, mais peut-être que pour une autre personne ce ne sera pas le cas. Mais bien sûr, il n'existe qu'une seule réalité, comme je le dis, c'est-à-dire que il y a forcément quelqu'un qui a raison, ou sinon les deux ont tort. Mais il existe une réalité que nous devons réussir à appréhender et à comprendre pour évoluer dans notre vie. Pour donner un autre exemple, il est communément admis aujourd'hui que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour d'un soleil dans un système solaire qui lui-même est dans une galaxie. Mais ça ne va pas empêcher certaines personnes à penser que la Terre est plate. Et donc, ces personnes-là sont dans ce que je vais appeler l'idéologie de la Terre plate. Ils pensent que la Terre est plate. Mais il faut bien comprendre que pour ces personnes qui pensent que la Terre est plate, eh bien toutes les autres personnes qui pensent que la Terre est ronde, ils vont penser que ce sont ces personnes-là qui sont dans une idéologie, vous comprenez ? C'est pour ça que c'est compliqué. Mais donc, à partir de là, de ce postulat de base, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le vrai du faux? C'est bien le sujet de ma vidéo, ce n'est pas un sujet si facile que ça à appréhender, c'est même plutôt complexe dans certaines situations. Même dans certaines situations, c'est hors de notre portée, si je puis dire, de comprendre réellement qu'est-ce que la réalité. Alors certaines personnes vont pouvoir donner bien sûr l'argument statistique. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une grande majorité de la population, c'est-à-dire plus de la moitié ou même 80%, je ne sais pas, une grande proportion de la population qui pense d'une certaine manière sur un sujet particulier, qui va avoir un avis défini, eh bien on va pouvoir dire par exemple que c'est cet avis-là qui est juste et que tout ce qui ira à l'encontre de cette opinion sera faux. Alors bien évidemment, dans certaines situations, on peut l'observer, que c'est quelque chose que l'on observe, comme quoi la majorité des personnes qui pensent sur un sujet, ce sujet est réellement ce que la majorité des personnes pensent, mais ce n'est pas juste dans tous les cas. Je rappelle ici ce que disait Coluche, il disait « ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Et moi je suis d'accord avec cette affirmation, c'est-à-dire que le nombre ici ne va pas être un critère pertinent pour juger de la véracité d'une chose ou d'un sujet particulier. Alors moi j'ai deux pistes de réflexion qui me paraissent pertinentes et que je vais vous partager donc dans cette vidéo. La première, ça va être l'expérimentation pleine et entière de la vie dans son ensemble. Et donc va rentrer dans cette catégorie tout ce qui bien sûr est la science et l'expérimentation scientifique ou physique en général. C'est bien sûr lorsque l'on va tester une hypothèse ou une théorie dans la réalité. Ici, le principe fondamental pour dire qu'une réaction ou qu'un phénomène est juste ou réel,
c'est que cette réaction doit être reproductible dans les mêmes conditions par différentes personnes, ou par les mêmes personnes, mais reproductible dans tous les cas. Cela suppose donc des conditions d'expérience préalables identiques. Et donc, la présence de ces conditions préalables identiques, le phénomène ou la réaction qui en résulte est le même dans 100% des cas. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas 100% de réussite, si je puis dire, c'est soit que la théorie, la croyance ou l'objet de l'expérimentation est tout simplement fausse, juste fausse, voilà, soit que la théorie est incomplète, ou qu'il y a des éléments préalables qui sont venus en modifier l'issue et que l'on n'a pas pu maîtriser, tout simplement. Donc ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas rentre dans cette catégorie l'expérimentation, que notre chemin de vie va nous amener à nous. Cela peut être tout simplement certaines rencontres que l'on va faire, certaines lectures que l'on va entreprendre, certaines vidéos que l'on va regarder. Et ces expériences que l'on va faire donc dans la matière, si je puis dire, vont être là soit pour confirmer une croyance, une idéologie dans laquelle on vit, à laquelle on croit, soit pour l'infirmer, dans le sens où elle va correspondre ou ne pas correspondre à la modélisation d'un élément que l'on s'est construit, donc mentalement. Dans les deux situations, l'important est de garder un maximum de discernement possible, bien évidemment. Ici, il faut prendre tous les éléments préalables et les résultats obtenus en considération, c'est-à-dire sans rien mettre de côté, sans mettre les éléments qui viendraient gêner par exemple notre idéologie, notre mental, de côté. Et cela pour éviter tout simplement ce que l'on va appeler le biais de confirmation d'un côté et le déni de l'autre. C'est pourquoi dans une de mes précédentes vidéos, j'avais déjà parlé du déni. Et donc je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue et si ce sujet vous intéresse. Je ne vais pas en reparler en détail ici. Et donc la deuxième piste pertinente que je voulais vous énoncer dans cette vidéo, c'est ce que je vais appeler la connaissance et la transmission. Et donc cela va concerner tout ce que les autres personnes au sens large ont pu théoriser et vérifier à travers le temps, donc vérifier eux-mêmes ou sinon vérifier en groupe également, ça peut se faire en collectivité, et donc le transmettre à d'autres personnes, transmettre au monde si je puis dire. Donc ici lorsque je parle d'autres personnes au sens large, ça peut être bien sûr des contemporains, c'est-à-dire des gens qui vivent à la même époque que vous, mais ça peut être bien sûr des ancêtres, au sens large, c'est-à-dire plus ou moins lointain. Et ce que j'appelle ici bien sûr connaissance relève bien évidemment encore une fois d'une modélisation de la réalité et du monde par certaines personnes. C'est-à-dire qu'elle est bien évidemment sujette à la même vigilance et au même discernement personnel que l'on doit appliquer pour discerner le vrai du faux par rapport à une de ces théories que l'on serait amené à connaître. Ce que je veux dire ici, c'est que l'ancienneté n'est absolument pas une assurance absolue. Ce n'est pas parce qu'une théorie est ancienne qu'elle est forcément juste. Néanmoins, elle a quand même l'avantage d'avoir davantage de recul sur les phénomènes de la vie et possiblement d'avoir mieux été étudiée, c'est-à-dire qu'elle a été certainement reproduite ou approfondie par d'autres personnes, mais cela est à voir de toute façon au cas par cas après en fonction du sujet auquel on s'intéresse à ce moment. Et donc cette connaissance qui a été théorisée de la sorte a ensuite été transmise aux autres personnes, donc soit oralement, comme ce que je fais ici, soit par écrit, et cela pour aider les autres personnes. Et cette théorie, comme je l'ai dit, a pu être approfondie par ces autres personnes, donc peut également évoluer dans le temps et avec les gens. Mais ce qu'il faut bien intégrer ici, d'après moi,
c'est que tout ce que l'homme au sens large a pu connaître, traverser comme épreuve, donc qu'elle soit positive ou négative encore une fois, ou comme traumatisme, donc ici le traumatisme c'est davantage négatif, à une époque bien particulière est susceptible de se répéter encore et encore à travers les générations. Et donc ici c'est ce que bien sûr on va appeler le karma transgénérationnel, et c'est pourquoi il arrive souvent que l'on peut lire un texte qui date de plusieurs centaines d'années parfois, et toujours trouver ce texte qui est d'actualité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. C'est simplement parce que les sentiments et les impressions qui sont retranscrits dans ces textes, donc par les personnes qui les ont écrits, eh bien, sont relativement similaires à ce que nous pouvons nous ressentir aujourd'hui dans notre époque présente. Pareillement, lorsque l'on va pouvoir lire un document médical, par exemple, de plusieurs centaines de milliers d'années, on peut tout à fait reconnaître les éléments qui y sont énoncés. Tout simplement parce que nos corps, en tant qu'êtres humains, sont les mêmes et n'ont pratiquement pas évolué depuis 2000 ans, même depuis beaucoup plus longtemps. Ainsi, lorsqu'on va lire un texte médical d'il y a 2000 ans, on va réussir à comprendre et à voir de quoi il s'agit dans ce texte, je veux dire. Car ce texte va tout simplement énoncer la manière de fonctionner du corps de manière physiologique, si je puis dire normale, mais également de manière pathologique, c'est-à-dire avec les déséquilibres que l'on peut retrouver dans le corps de chaque personne. Étant donné que nous sommes les mêmes hommes et les mêmes organismes, nous faisons également les mêmes erreurs, nous avons les mêmes déséquilibres, et donc présentons au final les mêmes symptômes et les mêmes tempéraments de manière générale. Alors dans cette partie, je vais parler de l'idéologie vue comme un manque de connaissances. Ici, je partage la vision d'une personne que j'ai connue et qui est une vision qui permet d'appréhender la réalité, enfin la notion d'idéologie, je veux dire, d'une certaine manière que je trouve relativement juste. Donc ici, imaginez simplement que les anciens, c'est-à-dire nos ancêtres dans le sens large encore une fois, à travers les différents âges de la Terre, aient acquis toutes les connaissances de toute la réalité qu'ils aient pu comprendre, tout simplement, et que toute cette connaissance qu'ils ont acquise, ils ont cherché à nous le transmettre à travers diverses disciplines. Et donc ici, pour ces anciens, il n'est plus question de découvrir la réalité puisqu'elle est connue et qu'elle est transmise dans son intégralité. Donc voilà. Et donc ici, dans ce contexte, l'idéologie naît suite à ce que certains hommes viennent piocher dans certains éléments de cette transmission, en délaissant le reste, puisque ces éléments qui sont allés piocher ont suffi à satisfaire leur soif de connaissance du moment ou leurs besoins tout simplement du moment qu'ils avaient à l'instant. À la suite de quoi, certaines incohérences ou incompréhensions vont pouvoir naître dans l'esprit de cet homme, car la connaissance qu'il a acquise était incomplète. Mais cet homme va tout simplement mettre de côté les incohérences et va s'obstiner à croire qu'il a raison. Donc ici, il va y avoir le déni, bien sûr. Et cet homme va également pouvoir inventer de nouveaux concepts autour de ce qu'il croit être juste pour justement contrer un petit peu ses incompréhensions, afin d'essayer d'expliquer ce qui pour lui, sur le moment, est inexplicable. Et bien sûr, il va y arriver plus ou moins, ce sera plus ou moins correct, mais c'est de cette manière que cet homme va créer sa propre idéologie, c'est-à-dire qu'il a pris un élément de la connaissance fondamentale, qu'il en a enlevé certains éléments, donc, puisque sa connaissance était incomplète, et qu'il a rajouté des choses autour de cette connaissance fondamentale qu'il a acquise, qui sont nées de sa propre manière de penser à lui. Et c'est pourquoi, de manière simplifiée, ici on peut dire que l'idéologie, c'est la connaissance que l'on a prise, à laquelle on a enlevé des choses et à laquelle on a rajouté d'autres choses. Voilà, ça c'est très important à comprendre. Et donc ainsi, on obtient un tout nouveau système de pensée,
mais qui n'est pas forcément juste, bien au contraire. Alors dit comme ça, j'ai bien conscience que ça peut paraître très abstrait, mais c'est réellement comme ça que je vois les choses. Je dirais que c'est quelque chose qui est à méditer, et que vous verrez avec le temps si c'est quelque chose qui vous parle, si vous voyez réellement dans la matière que ça se passe réellement comme ça. Mais je vais quand même essayer d'illustrer mon propos par un exemple. Donc je vais prendre l'exemple des mots et des définitions, qui pour moi est très important à mon sens. Donc ici, on peut dire qu'à chaque réalité que l'on peut observer et modéliser, on y a attribué un mot, ou une série de mots, car c'est à travers la langue et le langage que l'on va définir la réalité du monde. On va la décrire, enfin décrire la réalité grâce à notre transmission à travers les mots. Et donc ce que je veux dire à propos des mots, c'est qu'un mot a une forme, c'est-à-dire que sa forme c'est une série de lettres, c'est ce qui va composer le mot en tant que tel, la forme. Et le mot a également un fond, et le fond du mot c'est son sens, c'est la signification ou la définition que l'on va rattacher à la forme du mot. Il y a deux composantes au mot, donc la forme et le fond. Et c'est donc par le langage que l'on transmet la forme du mot, et donc en transmettant la forme du mot à d'autres personnes, c'est afin de transmettre donc le fond du mot, c'est-à-dire l'idée. On va essayer de transmettre ainsi le fond de notre pensée, à travers donc la forme que l'on va transmettre aux autres, c'est-à-dire par les mots. Ainsi, d'après moi, il est très important de bien respecter le sens des mots, car ce n'est que lorsque l'on attache tous le même sens aux mots que l'on va arriver à se comprendre et à communiquer mutuellement, c'est-à-dire de manière harmonieuse, sans qu'il y ait des incompréhensions dans le langage que l'on utilise. Et donc c'est pourquoi, bien évidemment, dans mes vidéos, j'attache énormément d'importance aux mots et aux définitions que l'on attache aux mots, car c'est très important que l'on se comprenne sur les termes que l'on utilise. Ainsi, lorsque j'ai parlé de mon premier sujet flamme jumelle, ça a été mon premier sujet, ça a été le sujet du masculin et du féminin, ou du yang et du yin, car tout simplement j'observe que beaucoup de personnes se trompent de signification à propos de ces deux termes qui sont pour moi fondamentaux. Et le problème en fait qui va au-delà de ça, c'est même chez certaines personnes lorsqu'on va leur donner la définition de ces termes, donc du yang et du yin, en fonction de la médecine chinoise, comme je l'ai fait dans ma première vidéo flamme jumelle, et bien certaines personnes vont pouvoir rejeter cette définition. Et donc en rejetant cette définition, ils vont inventer eux-mêmes leur propre définition de ce mot. Ils vont dire par exemple que c'est le yin qui est plus volatile et que c'est le yang qui est dans la matérialité. Alors que pour moi c'est l'inverse, comme je l'ai bien énoncé dans cette première vidéo. Et donc en redéfinissant les mots, donc ici le yang et le yin, ils vont ainsi créer toute une idéologie autour de ces deux termes que sont le yang et le yin, ou le masculin et le féminin. Ils vont créer toute une manière de penser qui pour moi est décalée de la réalité, tout simplement parce qu'elle ne correspond pas aux définitions, elle ne correspond pas à la réalité. Donc ici dans cet exemple, on a pris une définition, on a enlevé des termes, et on en a rajouté d'autres, et ainsi ils ont créé, les personnes qui font ça créent tout simplement toute une manière de penser nouvelle autour de ces deux termes qui pour moi n'est pas réelle, encore une fois. Ils ont changé le fond que l'on rattachait à la forme. Et d'ailleurs, juste une petite remarque par rapport à cette histoire de mots et de fond et de forme, ici on peut tout à fait dire que la forme du mot, comme je l'ai énoncé, c'est-à-dire la série de lettres, correspond à la composante yin du mot, c'est-à-dire la forme, la matérialité, alors que le fond, le sens du mot, qu'on va rattacher à cette forme, correspond à la composante yang du mot. C'est la partie qui est volatile, qui est immatérielle, alors que le yin est la partie matérielle. Donc pour prendre un deuxième exemple,
Dans d'autres situations, certains hommes vont également pouvoir changer la forme pour désigner un même fond, inversement par rapport à l'exemple que j'ai donné précédemment. Et cela, tout simplement, à des fins politiques. Un exemple simple, c'est le suivant. Et avant, on appelait les personnes handicapées des handicapés, tout simplement. On n'avait aucune gêne à le dire, ces personnes sont handicapées, donc on les appelle des handicapés. Seulement aujourd'hui, il y a l'idée qui est transmise dans les médias, un petit peu partout, de nos jours, que l'on ne devrait tout simplement pas appeler les personnes handicapées des handicapés. On devrait par exemple utiliser des termes plus doux, comme personnes à mobilité réduite par exemple. Sauf qu'ici le fond c'est le même, les personnes elles sont handicapées. Mais ici ces personnes vont changer la forme, c'est-à-dire vont changer les termes qui sont énoncés pour une même réalité, et cela dans le but tout simplement de rendre cela plus acceptable, plus doux si je puis dire. De moins dramatiser une situation qui peut paraître dramatique, mais qui correspond à une réalité qui est bien présente et matérielle, que nous sommes tous en capacité de voir et d'observer. Et donc ici, j'aimerais citer une citation de Jean Jaurès pour illustrer ce que je dis ici. Donc Jean Jaurès qui disait « Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots ». Donc fin de citation. Donc voilà, je vous laisse méditer bien sûr par rapport à cette citation. Et ici, pour conclure donc mon propos par rapport à cette vidéo, j'aimerais également vous donner une autre citation par rapport à cette notion de karma que j'ai parlé précédemment. Donc cette citation, elle est de Jacques Ellul, et elle dit, citation, « L'histoire se joue d'abord comme un drame et se répète ensuite comme une comédie. » Il se répète comme une comédie, pardon. Fin de citation. Donc cette citation peut se comprendre soit à un point de vue individuel, bien sûr, soit à un point de vue collectif, et cela peut se comprendre également d'un point de vue transgénérationnel, donc à travers le temps et les générations. Donc ici, pour vous donner un petit peu également mon ressenti donc sur cette citation que je viens d'énoncer, c'est tout simplement que l'histoire se joue d'abord comme un drame. C'est-à-dire que la première fois que l'on va vivre quelque chose de dramatique, quelque chose de souffrant, si je puis dire, eh bien c'est horrible justement, c'est souffrant, c'est perturbant à l'intérieur, on est déséquilibré, on est totalement perdu, on ne sait pas comment réagir. On est déboussolé. Mais en réalité, plus cette même situation ou ces mêmes sentiments vont réapparaître, vont se répéter tout au long du chemin de notre vie, eh bien on va petit à petit s'y habituer. On a même appris à s'en protéger d'une certaine façon. Et au fur et à mesure que cet événement se répète, on va même réussir à garder le sourire face à cette situation que, à l'origine, on aurait vécu de manière tragique. Donc voilà, cette situation est beaucoup moins souffrante, si je puis dire, et beaucoup plus prise à la légère avec le temps. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également la commenter si vous avez des choses et des remarques à dire par rapport à ce que j'ai dit. Je rappelle bien sûr que je suis praticien en biorésonance. Je mets comme d'habitude la playlist ici, ou ici, je sais pas. Bref. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.